Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire, le Mali a fait sa rentrée littéraire ce mardi, placée sous le thème Renouveler le monde. Ce rendez-vous de la célébration de la création littéraire et intellectuelle en Afrique se tiendra du 21 au 25 février dans notre capitale. Mais tout d'abord, le guide spirituel des Ansar poursuit sa visite au Burkina Faso. Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara a animé lundi une cérémonie de prêche au stade Issoufou Joseph Colombo de Ouaga, cérémonie au cours de laquelle il a appelé les fidèles musulmans à s'inspirer des valeurs prônées par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le stade Youssouf Joseph Onambo de Ouaga, la capitale du Faso, a accueilli les fidèles musulmans, sympathisants du guide spirituel des Ansar et non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à l'occasion d'une cérémonie de prêche organisée par la Fédération Ansardine internationale du Burkina Faso. Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara a, au cours de son prêche, mis l'accent sur les valeurs de la religion musulmane, à savoir l'amour de son prochain, le pardon, le bon comportement, tel que prôné par le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. L'islam de nos jours fait l'objet de méfiance de par le comportement de certains qui, afin de satisfaire leur opinion personnelle, excellent désormais dans la terreur, d'où la nécessité pour tout bon musulman de revenir à la vraie valeur de l'islam, celle d'un islam authentique. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, connu pour sa lutte contre cet état de fait, entend véhiculer le message d'Allah afin de trier le vrai de l'ivraie. Auparavant, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara a entamé une série de visites aux dignitaires religieux du Faso. Rappelons que le cheikh Mahmoud Bandé a toujours été aux côtés de Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara lors de la célébration du Maouloud, date commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Aussi, le guide spirituel des Ansar en a fait un devoir de rencontrer le dignitaire religieux chaque fois qu'il fera le déplacement pour le pays des hommes intègres. Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara s'est aussi entretenu quelques heures avec le bureau de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. La présence du guide spirituel des Ansar à Ouaga coïncide avec la pose de la première pierre du siège de la Fédération Ansardine internationale Burkina Faso ce lundi 20 février 2017. La tournée burkinabé entamée par le guide arrive à son terme le 28 février 2017. Septième édition de la rentrée littéraire du Mali. L'événement qui se tiendra du 21 au 25 février prochain mettra à l'honneur les livres du Mali, d'Afrique et d'ailleurs. Il a pour thème Renouveler le monde. Reportage Kafouné Bachili et Samba Traoré. La rentrée littéraire est un événement qui accueille chaque année les auteurs du Mali et d'autres continents autour d'une série de manifestations littéraires. Je pense que c'est une bonne initiative. Nous nous connaissons très bien dès le début de la rentrée. C'est une bonne initiative, mais les organisateurs doivent accepter les remarques que font les autres. Non, ce n'est pas une simple croix, c'est un fait qui est avéré. Chez nous, de façon générale, les gens s'intéressent peu aux livres et à la lecture. Ce n'est pas toujours une très bonne chose parce qu'au fait, le livre et la lecture peuvent nous permettre de développer certaines capacités, de comprendre l'évolution du monde et de nous ajuster par rapport à toutes les situations. Et quelqu'un qui lit beaucoup, il a des aptitudes beaucoup plus développées, il a une capacité de réflexion beaucoup plus grande, il a une capacité de réactivité, mais quand on ne lit pas, on n'a pas d'élément de comparaison. Le livre, il fait voyager. C'est l'une des rares choses que tu peux être sur place et voyager au-delà du monde pour comprendre ce qui se passe ailleurs. Il n'y a que le livre qui peut nous donner ce genre d'aspect, en plus de travailler notre capacité intellectuelle. Le thème de cette 7e édition est Renouveler le monde. Le thème est excellent. Le monde se trouve dans une situation, on peut le dire, c'est mon point de vue personnel, d'impasse, confronté à toutes sortes, le monde, pas seulement nous, le Mali, mais le monde entier est confronté à toutes sortes de
de danger. Et il faut renouveler le monde, il faut renouveler les modes de pensée, il faut trouver un terrain de conciliation entre les cultures et les civilisations. Je pense qu'il s'agit de ça. Moi, ma compréhension, ma lecture du thème, c'est ça. Moi, je ne m'adresse pas à la jeune génération seulement, je m'adresse même aux parents. Parce qu'il est très important que les parents doivent faire en sorte que les enfants viennent au livre. Il faudra faire du livre un élément de toute notre activité quotidienne. 4 jours d'échanges, des rencontres qui mettront à l'honneur les livres du Mali, d'Afrique et d'ailleurs et rendront hommage à ceux qui leur donnent vie. La période de chaleur pointe son nez petit à petit dans notre pays. Ces moments de canicule constituent pour les populations une période difficile. Elles sont non seulement indisposées dans leur bien-être, mais elles sont également exposées aux pénuries d'eau et de coupures d'électricité. Tata Touré et Diakarija Dambélé ont recueilli quelques impressions. C'est pas du tout facile pour certaines personnes, à savoir les personnes âgées et puis les enfants, les nourrissons. Puis on sait qu'au moment de la canicule, il y a des délestages au niveau de l'énergie. Puis l'énergie ne peut pas prendre toutes les charges. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Au niveau des personnes âgées, par exemple, les personnes âgées, s'il y a délestage, ils ne peuvent pas supporter. Donc ils doivent dormir dehors, à l'air libre, donc boire beaucoup d'eau. Pendant la canicule, donc on perd beaucoup de liquide avec la sudation. Donc ils doivent boire beaucoup d'eau. Et puis les enfants, il y a une question de déshydratation. Donc pour ces enfants, les personnes âgées, donc ils n'arrivent même pas à supporter ces chaleurs-là. Raison pour laquelle, et puis il y a certaines maladies, par exemple la méningite. Donc au moment des canicules, il y a une épidémie de méningite. Donc c'est dangereux pour ces personnes-là, surtout les enfants, les nourrissons. On doit beaucoup les protéger. Donc vraiment, si ces gens-là, si on peut, ils peuvent dormir dehors, en même temps boire beaucoup d'eau pour équilibrer ce qu'ils ont perdu. Donc compenser ça. La canicule, c'est la période de chaleur. Et effectivement, il est important qu'on dise de certaines choses d'adaptation parce que c'est un changement de période. Il faut aussi des attitudes face à ce changement. On appelle ça des attitudes d'adaptation. La chaleur, effectivement, comme elle a dit, par rapport à la vie, c'est une période de perte importante d'eau. Donc, s'il y a une perte importante d'eau, il faut que cela aussi soit compensé par l'apport. Et c'est cela qu'il faut mettre en évidence. Et ça, c'est surtout chez les personnes âgées, c'est surtout chez les enfants qui probablement n'ont pas la capacité d'exprimer leurs besoins. Les personnes âgées qui n'ont pas la possibilité mouvante d'aller chercher leur eau de façon efficace pour s'en servir. Et nous qui sommes à côté de ces gens, nous serons très importants par rapport à ces gens. Et notre malintention, c'est-à-dire notre perte d'attention à ce niveau, peut causer beaucoup de dommages. Les enfants qui ne peuvent pas dire que j'ai soif, elle a dit après 6 mois, de la naissance jusqu'à 6 mois, nous pensons, nous médecins, que l'enfant n'a pas besoin d'eau si la maman est disponible par rapport à l'allaitement. Mais après 6 mois, c'est la période pendant laquelle on introduit les aliments et c'est la période pendant laquelle on peut introduire l'eau. Donc, fréquemment, la maman doit s'occuper de cet enfant. Et jusqu'à ce que l'enfant puisse parler. Les personnes âgées aussi, c'est la même chose. Voilà ce qu'elle a dit en résumé et c'est cela que je répète en réalité. Okay? Maintenant, de façon générale, s'il n'y a pas d'eau, vous comprenez,
La chaleur, il y a la période aussi de coupure. Donc coupure veut dire il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas aussi l'eau. Elle a dit c'est l'explosion de beaucoup de maladies liées à la saleté. Manque d'eau, éclosion des milieux insalubres. La maladie, c'est à partir de là. Et c'est cela. Donc on va prendre des dispositions pour rendre le milieu un peu plus propre pour que vraiment il n'y ait pas assez de maladies à ce niveau aussi. On va beaucoup faire attention à tout cela. Pendant la période de canicule, il fait très chaud au Mali. Surtout actuellement, il fait très chaud au Mali. Donc le conseil que moi je peux donner à la population, c'est surtout d'éviter de sortir à certaines heures de la journée. Donc si les gens ont des préoccupations pendant la journée, de le faire le matin tôt ou bien après la tombée du soleil, pour éviter au maximum le contact avec le soleil. Donc il faut surtout penser aux enfants et les personnes âgées qui ont constamment besoin de l'eau. Il faut leur donner constamment de l'eau à boire. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Moussa Foma. Au Soudan du Sud, la famine touche plusieurs zones ravagées par la guerre. Depuis plus de 3 ans, près de la moitié de la population du pays a besoin d'une assistance alimentaire. Le gouvernement sud-soudanais en a fait l'annonce ce lundi. En ce moment, au Soudan du Sud, plus de 20% de la population d'une région est en catastrophe selon les experts. Et donc le taux de mortalité est supérieur à 2 personnes pour 10 000 par jour. Une malnutrition sévère touche plus de 30% de la population, alors l'état de famine est déclaré. En République démocratique du Congo, le gouvernement persiste et signe la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant de présumées exécutions sommaires est un grossier montage. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement répond à la multiplication des appels à enquêter. Il explique que c'est aux accusateurs, en l'occurrence à ceux qui ont diffusé ces vidéos, de prouver leur assertion. Mais depuis ce week-end, il n'y a pas que les appels à enquêter qui se multiplient, mais aussi d'autres vidéos du même genre. En Côte d'Ivoire, le procès des disparus du Novotel doit s'ouvrir pour de bon ce mardi. L'audience prévue il y a 3 semaines avait alors été reportée. 10 hommes, pour la plupart des militaires fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale, sont attendus dans le box des accusés. Ils sont inculpés pour l'enlèvement et l'assassinat de 4 hommes. Parmi eux, Stéphane Diripel, le directeur du Novotel, et Yves Lambelin, le patron de la plus grande entreprise du pays, ainsi que 2 de ses collaborateurs. Avec ce procès, les familles des disparus espèrent obtenir quelques réponses. Le deuxième procès de l'ancienne première dame ivoirienne reprend mardi à Abidjan après 1 mois et demi d'interruption. Une reprise qui devrait avoir lieu sans Simone Gbagbo ni sa première équipe d'avocats, toujours décidée à ne plus participer au procès. Fin novembre, l'équipe de défense choisie par Simone Gbagbo avait claqué la porte des assises pour protester contre le refus du tribunal de procéder à certaines auditions. Parmi elles, l'actuel président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio ou encore l'ex-chef de l'armée, le général Philippe Mangou. Le roi du Maroc est en Zambie dans le cadre de sa tournée en Afrique australe. Sans surprise, au menu coopération. Le roi Mohamed VI et son hôte Edgar Lungu ont présidé la signature de 19 accords et de partenariats économiques entre les 2 pays. Ces accords couvrent notamment les consultations politiques, les transports aériens, la protection des investissements, la finance, les assurances, l'enseignement, la formation, le tourisme, l'agriculture, la technologie, l'industrie, les mines et les énergies renouvelables. Dans la chronique santé, nous nous intéressons aujourd'hui à l'hépatite virale. Selon les informations hospitalières, le Mali est dans une zone de haute prévalence de cette maladie, soit plus de 8 à 16% de la population sont atteintes de cette affection inflammatoire du foie. Reportage Tata Touré et Mohamed Sidiwi.
Le foie est un organe situé en haut et à droite de l'abdomen et appartenant à l'appareil digestif. Il a de multiples fonctions nécessaires au maintien de la vie. Il transforme les nutriments et régule également les taux d'hormones. Le foie filtre les substances indésirables et participe à la défense du corps contre des infections. L'hépatite est un virus qui circule dans le sang et s'attaque au foie. Il existe plusieurs types d'hépatite, l'hépatite C étant la forme la plus destructrice. La maladie se manifeste par une inflammation du foie. Les cellules saines sont remplacées par les tissus cicatriciels, toutes choses qui empêchent le foie de fonctionner normalement. L'hépatite virale, c'est une inflammation du parenchyme hépatique avec une nécrose qui est plus ou moins associée à la cholestérol, qui est due à des virus qu'on appelle des virus hépatotropes, ou virus alphabétiques, virus A, B, C et D, E. Donc ce sont ces virus-là qui provoquent l'hépatite virale. Donc les modes de contamination, pour l'hépatite A, c'est la voie féco-orale. Pour l'hépatite B, donc le virus l'hépatite D n'existe pas seul. Le virus D est toujours associé au virus B. Donc l'hépatite B plus ou moins associée au D, le mode de contamination, c'est le sang est dérivé, la transmission par la voie sexuelle, et puis la transmission de la mère à l'enfant qu'on appelle la transmission verticale. Il y a une autre transmission qu'on appelle la transmission horizontale non sexuée qui se fait en intrafamilial. Et si quelqu'un a une hépatite maintenant dans la famille, du fait que les autres membres de la famille utilisent les mêmes objets, si c'est des objets transants qui peuvent faire de sorte qu'il puisse y avoir des écorchures sur la peau, c'est même comme les rasoirs. Voilà. Donc ces choses-là peuvent transmettre la maladie, on appelle ça la transmission horizontale non sexuée. Et l'hépatite C, c'est essentiellement le sang. Essentiellement le sang est dérivé. Et la contamination par la voie sexuelle existe, mais c'est rare, c'est surtout au moment où la femme fait ses règles, c'est-à-dire que la menstruation. Donc ça, c'est à ce moment-là. Ou si c'est sur un terrain immunodéprimé, en ce moment, c'est quelque chose. Et l'hépatite E, c'est la même chose que l'hépatite A, la voie féco-orale. Les conséquences, c'est que ces hépatites-là, quand la phase aiguë est passée, donc ces hépatites-là, notamment l'hépatite B, l'hépatite C, peuvent évoluer vers la chronicité. Bon, l'hépatite E, maintenant, on sait que ça peut évoluer vers la chronicité, mais sur un terrain immunodéprimé. Chez les patients qui ont, par exemple, le sida, donc ça peut évoluer. En dehors de ça, ça n'évolue pas vers la chronicité. Donc, l'hépatite B et l'hépatite C peuvent évoluer vers la chronicité. Et quand ça évolue vers la chronicité, ça peut évoluer, cette hépatite chronique, vers la cirrhose et le cancer du foie. Les manifestations cliniques, quand c'est à la phase aiguë, les manifestations, c'est avant l'apparition de l'ictère. On a ce qu'on appelle le syndrome périictérique ou syndrome pseudo-grippal. Donc c'est des céphalées, on appelle des maux de tête, la fièvre, les frissons, des douleurs musculaires et puis des douleurs articulaires. À cela peuvent s'associer les troubles digestifs, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, notamment au niveau de... Une immunisation contre certaines formes d'hépatite est possible. Et pour preuve, la vaccination des enfants contre l'hépatite B est une pratique courante dans les pays développés. Et puis on peut avoir l'urticaire et puis l'asthénie. L'urticaire, les démangeaisons au niveau de la peau, et puis la fatigabilité intense qu'on appelle l'asthénie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir au cours de la phase aiguë. Maintenant, si cette phase aiguë est passée, parce que pendant cette phase-là, les gens, certains médecins, certains malades pensent que
c'est un paludisme, une fièvre typhoïde. Donc, les malades, on les traite comme tels. Et si, avec les différents traitements que le malade a eu à faire, s'il n'y a pas de réponse, en ce moment, ils peuvent penser à autre chose. Mais si cette phase-là est passée, cette phase dure à peu près 1 semaine et 10 jours, il y a l'ictère qui apparaît. Les yeux deviennent jaunes. C'est quand les yeux deviennent jaunes, c'est en ce moment que les gens pensent à l'hépatite. Toutefois, en cas d'infection par un quelconque virus de l'hépatite, le médecin peut prescrire des médicaments afin de soulager certains symptômes de la maladie. Il est également important que les personnes infectées évitent de consommer de l'alcool et des médicaments susceptibles d'aggraver la lésion hépatique. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.